comme je vous l'ai dit, Darwin prend un soin extrême à ce que toutes les espèces soient mises au même niveau à la fin. C'est ça qui va poser des problèmes sociétaux à l'époque, mais et c'est un problème, comme je vous disais, qui n'est pas réglé à plein de points de vue. J'ai eu la surprise d'ailleurs, le week-end dernier, il y avait un truc qui s'appelle le Festival des sciences de Chamonix. J'étais là-bas, il y a des conférences et puis des films. Le thème, c'était la biodiversité. Et donc, ils ont projeté le film Océan, de Jacques Perrin. Il y a deux réalisateurs, c'est Perrin, je ne me souviens plus du nom de l'autre, mais l'autre réalisateur était là. Donc, à la fin, il y a eu un débat, et il y a une dame qui a dit, mais... Parce que dans le film, évidemment, on montre toute la beauté des plantes et des animaux dans l'océan, et on montre aussi les ravages que fait l'action humaine dans ce système. Et il y a une dame qui a pris la parole pour dire qu'il y en avait un peu marre qu'on dise tout le temps que les pauvres animaux, les pauvres plantes, etc., et que quand même il faudrait réaffirmer que l'homme est meilleur que les autres. Et que heureusement il y a des enseignants comme elle qui disent ça aux enfants pour qu'ils ne soient pas trop pollués. Et c'était quand même assez étonnant, ce concept de meilleur. Alors, donc, pour que ça marche, Darwin a besoin qu'il y ait un continuum de diversité à toutes les échelles, et il écrit, si je dois le voir en français, voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une démarcation entre les espèces et les sous-espèces. On n'a pas réussi davantage à tracer une démarcation entre les sous-espèces et les variétés, ou entre les variétés et les différences individuelles. Ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles, constituant une véritable série. Donc Darwin affirme la continuité de la diversité entre deux individus, jusqu'à la diversité entre deux espèces, et puis entre deux genres, dans d'autres passages, de genres, de familles. Donc, vous voyez que là, on prend le contre-pied total de la vision linéaire. Puisque là, la biodiversité, une fois qu'on la voit comme ça, eh bien, il faut la voir... Pardon. La biodiversité, c'est ça. C'est ce processus de production constante de variation et de tri à toutes les échelles. Et c'est pas la diversité des espèces d'un côté, la diversité génétique dans les espèces de l'autre, etc. Et il se rend bien compte et ça va être un problème entre lui et les autres biologistes. Et il écrit dès 1860, donc un an après l'apparition de l'origine des espèces, à un ami en sled, il écrit « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Ça ne peut pas être plus clair. Centrer la biologie sur l'espèce, c'est une erreur dans le cadre de la vision darwinienne du monde. Et 150 ans après, on n'a pas fait beaucoup de progrès là-dessus. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est évident que si Darwin avait été absorbé réellement dans notre culture, on ne ferait plus des dessins comme ça. Donc quand je vous dis qu'il faut du temps pour absorber les nouveautés, eh ben, il faut vraiment du temps, et puis il faut que ça passe dans la culture. Or, l'un des malheurs qu'on a, c'est que l'évolution n'est pas enseignée. Elle est enseignée très tard. C'est comme si la biologie est un peu enseignée comme si on commençait par vous apprendre la Terre plate et qu'on vous disait à partir de la seconde que tout compte fait, elle est ronde. Les espèces sont présentées comme des données. Et après, on vous dit un jour que ça a évolué. Et les mécanismes d'évolution, on les voit. J'ai réussi à faire foutre le mot sélection naturelle dans les programmes de 3e l'année dernière. Les profs ne savent pas quoi foutre avec ça. Et sinon, normalement, c'est qu'en terminale. Donc, évidemment, comme c'est pas rentré dans la culture, eh ben, tout ça n'est pas absorbé. Voilà, donc ce schéma est d'une extrême importance, si on veut comprendre ce que c'est que la vie. En fait. Et ce schéma aussi, suppose donc que la base de la diversité, c'est la diversité entre individus. Parce que c'est d'elle que tout va partir. Donc, voilà pourquoi la génétique est une des sciences de la biodiversité. Pas seulement la systématique
Alors, la transmission des variations, ça va être la suite logique. D'ailleurs, Darwin pose comme problème numéro 1 à résoudre pour continuer à avancer, de comprendre comment les variations sont héritées. C'est le truc. Il lui manque 2 choses pour que son bouquin soit totalement vrai avec une lecture 21e siècle. Il lui manque la dérive des continents. Et ça, on peut... Il y a des moments où, quand on le lit, on se dit, mais pourquoi il n'y a pas pensé? Parce qu'il a bien compris que les terres montaient et descendaient. Il a compris les phénomènes de subsidence. Ça, il faisait partie des gens qui ont défendu avec Lyell, son collègue géologue et ami, les mouvements verticaux des continents, mais il n'a pas imaginé les mouvements horizontaux, et du coup ça l'oblige à faire des acrobaties monstrueuses pour comprendre comment il peut y avoir des marsupiaux à la fois en Australie, en Afrique du Sud et en Inde, enfin, dans les fossiles. Il imagine des ponts monstrueux qui auraient permis aux bestioles de se promener, etc. Mais... Alors... La deuxième chose, c'est quoi Comment? Vous avez dit non 2 choses à Darwin. La deuxième chose, c'est l'hérédité. Ouais. C'est l'hérédité des variations. Et ça, c'est intéressant parce que l'hérédité, l'étude de l'hérédité jusqu'à Darwin, c'était quand même d'abord l'affaire de l'embryologie. Comment des parents font un enfant qui leur ressemble? J'ai 2 jambes, comment je fais pour que mon enfant en ait 2 aussi? Je suis un humain ou je suis un poulet? Comment je fais pour que mon descendant soit respectivement un humain et un poulet? Bon. Donc c'est l'embryologie. Ce que Darwin apporte avec sa théorie, c'est l'idée que ce qui est intéressant, ça ne va pas être seulement de regarder comment ce genre de choses-là, mais d'essayer de comprendre comment sont héritées les variations cette fois-ci. C'est-à-dire que j'ai des yeux, et mes enfants auront des yeux, ça, je vais regarder avec l'embryologie, mais j'ai des yeux d'une certaine couleur et mes enfants vont avoir des yeux d'une certaine couleur. Comment ça s'hérite ça? Et ce qui est intéressant, c'est que cet aspect-là, d'ailleurs, en France, a été rejeté pendant longtemps. Moi, quand j'ai passé le bac, au début des années 70, j'ai entendu le plus grand zoologiste de l'époque, en France, s'appelait Pierre-Paul Grasset, nous dire à la télé, mais la génétique n'a aucun intérêt. Elle ne travaille que sur des trucs à la marge. Si on veut comprendre la réalité, il faut faire de l'embryologie, parce que quel intérêt ça a de discuter de savoir qu'est-ce qui fait la couleur d'un œil si on ne sait pas comment est fait un œil? Vous voyez, ça c'est la vision très cartésienne de la biologie, très française. Le fait que la marque était française, plus le fait que cette attitude cartésienne a fait que la France a pris un retard monstrueux dans ces domaines. Je veux dire, 70, il y avait encore des débats en France pour savoir si les gènes c'était important ou pas. Et la théorie que développaient les gens comme Pierre-Paul Grasset, c'était qu'il y avait une hérédité générale. C'est comme ça qu'il l'appelait. Qui faisait qu'une poule est une poule. Et ça, c'était dans le cytoplasme. Et puis, il y avait l'hérédité spéciale qui faisait la couleur de la crête, qui était dans les gènes. L'hérédité générale et l'hérédité spéciale. Alors, l'argument embryologique était que comme tous les chromosomes sont les mêmes dans toutes les cellules, c'était pas ça qui pouvait faire la forme de l'individu. Sur ce plan-là, ils n'avaient pas complètement tort. Ça va être des facteurs de régulation qui déterminent l'action du génome, enfin la différenciation cellulaire. Il y a des facteurs dans le cytoplasme, évidemment. Bien, alors, comment ça s'est passé? Bien, à la suite de Darwin, l'un des éléments essentiels, ça a été Weismann, qui, à la fin en 1883, très exactement, fait une conférence très remarquée, dans laquelle il explique qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. Alors, il s'était appuyé d'abord sur une réflexion d'embryologiste. Il avait remarqué que la lignée germinale et la lignée somatique chez les animaux se séparaient très vite, et que donc ce qui se passait dans la lignée somatique ne pouvait pas influencer ce que la lignée germinale allait transmettre. Ça va, c'est clair, ça? Et il y a aussi des faits d'observation, par exemple la circoncision, qui pratiquée de façon répétée sur des générations n'a jamais fait naître des garçons sans prépuce. Mais il va quand même, pour la forme, rajouter des expérimentations. Il va couper la queue de souris pendant des générations pour montrer que ça ne fait pas des souris avec des queues moins longues, ou voire avec pas de queue du tout. Et donc, Weismann affirme un truc énorme, qui est que je ne produis pas d'hérédité. Je ne fais que transmettre l'hérédité que mes parents m'ont transmise.
Alors, premièrement, c'est très vexant. C'est contraire à beaucoup de canons du catholicisme, où c'est la vie de l'individu qui détermine tout, pour lui et pour ses descendants. Là, au fond, que je vive n'importe comment, ça ne change rien à ce que je transmettrais biologiquement. Je ne fais pas d'hérédité, je ne fais pas ce que je transmets à mes descendants. Je ne fais que reproduire quelque chose qui se transmet. Ça donne à l'individu un statut de tuyau amorphe. Vous voyez pourquoi c'est très vexant. Au fond, les individus d'aujourd'hui ne décident rien de ce que seront les descendants d'après. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. Parce que vous voyez par quel mécanisme, quand même, les individus d'aujourd'hui peuvent influencer la constitution héréditaire de la génération d'après. La fibre. Comment? La fécondation du trou. Ah oui, non, mais je vous parle de l'époque de Weissmann. Les mélanges entre eux. Alors effectivement, il y a le choix du partenaire. Bon. Mais enfin, ça fait que recombiner différemment des choses préexistantes. Mais il y a aussi autre chose. C'est le nombre de descendants que fait chacun. Parce que plus je fais de descendants, plus la constitution héréditaire sera représentée à la génération suivante. Et ça, c'est quoi? C'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que la seule manière, à partir de Weissmann, dont les organismes influencent la constitution héréditaire de la génération d'après, c'est la sélection naturelle. Le nombre de descendants que laisse chaque individu, il ne choisit pas ce qu'il transmet, mais il le transmet plus ou moins ce qu'il a. Et c'est pour ça qu'on va appeler Weissmann un ultra-darwinien à l'époque, ou néo-darwinien. Cette idée qu'en fait les individus ne sont que des transmetteurs et pas des producteurs en termes d'hérédité, ne sera réellement comprise que 100 ans plus tard. Pour y revenir. Donc l'abandon de l'hérédité des caractères acquis et cette vision vraiment où l'individu n'influe sur l'avenir qu'à travers son nombre de descendants et pas à travers ce qu'il fait par ailleurs. En plus, Mendel, dès 1865, avait montré que non seulement, enfin lui, il avait postulé que non seulement on transmettait des choses, mais qu'en plus on transmettait que la moitié. Hein. Vous voyez que l'étude de l'hérédité après Darwin va montrer à quel point l'hérédité est quelque chose d'amnésique. Alors, la génétique ne naîtra pas des travaux de Mendel en 1865 parce que personne ne le croit. Personne ne le croit. C'est-à-dire que quand il montre qu'il croise un pois à fleurs rouges et un pois à fleurs blanches, ça fait des descendants à fleurs rouges, et quand il fait reproduire ces individus, il retrouve des individus à fleurs blanches. Et quand il fait des descendants des individus à fleurs blanches, il trouve que des fleurs blanches, il ne trouve plus aucune trace du fait qu'il y a du rouge dans ça, personne ne le croit. Tout le monde lui dit, mais tu n'en as pas regardé assez. Un jour ou l'autre, ça devrait ressortir le rouge. Ça, c'est l'atavisme. L'idée que ce qui est oublié est définitivement oublié, est quelque chose qui a été incroyable au milieu du XIXe siècle. Il a fallu attendre qu'on voit les chromosomes et que du coup on voit que ça collait bien avec les facteurs de Mendel et que du coup 3 botanistes indépendamment, je n'ai jamais eu l'occasion de rappeler que presque toutes les grandes découvertes scientifiques ont été faites sur les plantes et qu'après on les a appliquées à d'autres trucs. Donc De Vries, qui en même temps lui en profite pour découvrir la mutation. Non seulement on transmet, mais en plus des fois ça change d'un coup comme ça. Correns qui va découvrir que presque toute l'hérédité fonctionne de façon mendélienne, mais qu'il y a aussi de l'hérédité maternelle. Sur la variégation ou sur le sexe des plantes. La variégation c'est dû au chloroplaste, le sexe c'est dû aux mitochondries, on le sait maintenant. Et von Tschermak, donc tous les trois, en 1900, trouvent que ça marche comme Mendel a dit. C'était une époque bénie sur la relation entre scientifiques, parce que les trois vont se retrouver à un colloque et se rendre compte qu'ils ont découvert la même chose et se dire qu'ils ne vont pas se battre entre eux pour savoir qui est le père de l'idée et qu'ils vont tous attribuer ça à Mendel collectivement. Hein, aujourd'hui, tout le monde se dépêcherait d'aller faire un brevet, un machin, un bazar et à publier le premier.
Donc c'est pour ça qu'on parle des lois de Mendel et qu'on a pratiquement oublié les noms de Vries, Korras et de Tchermak, qui sont un personnage énorme dans la musique contemporaine. Et alors donc on va pouvoir étudier la transmission des gènes à partir de là. Hein.